Monsieur Trudeau, merci de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, hier, vous avez présenté un Conseil des ministres avec la parité, avec la diversité. Au-delà des symboles, qu'est-ce que ça va changer à la façon dont fonctionne le gouvernement fédéral? Pour moi, c'est juste une question de refléter que le Canada est un pays avec tellement de différentes perspectives, de diversité, de pouvoir avoir des gens avec toutes sortes de différentes perspectives pour travailler sur cette gouverne de notre pays devient essentiel. Et avoir des collègues avec toutes sortes de différentes perspectives, avoir des discussions autour de la table de cabinet qui vont être le reflet des valeurs, des priorités de tous les Canadiens, je pense que ça ne peut qu'amener une meilleure qualité de décision pour les Canadiens. Mais il y a beaucoup de néophytes, 18 sur 30. C'est des gens, évidemment, avec un parcours professionnel exceptionnel. N'empêche, ils ne connaissent pas les rouages de la politique. C'est pas risqué, ça, quand même? Bien, on a un équilibre. Il y a des gens qui connaissent très bien le rouage de la politique. Il y en a d'autres qui amènent justement un renouveau, un vent nouveau, un engagement de regarder avec un œil de l'extérieur comment ça fonctionne, comment ça devrait fonctionner. Et vous êtes prêt à payer le prix pour les erreurs qu'ils vont inévitablement faire? Bien, l'important, quand on fait des erreurs, et on espère ne pas en faire, mais on sait très bien qu'on va en faire, c'est de reconnaître l'erreur, d'offrir des excuses et ensuite de réparer et de le prendre au sérieux. Je pense que c'est ce que les gens s'attendent d'un voisin, d'un ami ou d'un gouvernement. Alors pour moi, d'avoir des gens profondément responsables, redevables, mais aussi qui amènent des idées, une perspective qui est sortie de la bulle politique dans laquelle on se trouve ici, pour moi, c'est important. Pourquoi aucun gros ministère économique pour le Québec? Au contraire, Jean-Yves Duclos a la responsabilité d'amener notre allocation canadienne aux familles. C'était au cœur de notre plateforme qui va sortir 315 000 jeunes de la pauvreté et qui va donner des chances aux familles de la classe moyenne de pouvoir réussir. C'est le plus gros dossier économique que nous avons. On parle de 22 milliards de dollars par année et c'est notre député de Québec qui va être responsable. Mais ce ne sont pas les finances, c'est pas le ministère des Finances. Il y a plusieurs gros ministères et ça n'en est pas. Par exemple, il y a des dossiers importants. Il y a Bombardier qui s'en vient, par exemple. Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à faire votre part pour aider Bombardier, le moi, je suis très content fédéral? d'avoir un ministre qui va se pencher sur cette question, qui va faire des recommandations au Conseil des ministres pour une position de notre gouvernement. Parce que, pour moi, ce n'est pas juste le premier ministre qui se doit décider, c'est le Conseil des ministres au complet. C'est des discussions que nous allons avoir basées sur les faits, basées sur la réalité économique, basées sur les recommandations d'experts. C'est pas... Mais est-ce que vous fermez la porte pour Bombardier ou non? Je n'ouvre et je ne ferme pas de porte. C'est le ministre qui va s'y pencher. C'est une réflexion importante à avoir, mais ça va être fait sur la base de l'intérêt du Canada et des Canadiens et de notre économie et pas sur les intérêts politiques. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes gardé le portfolio des affaires intergouvernementales? Oh, ben, parce que ça fait 10 ans qu'on a un gouvernement qui manque de collaboration et de respect souvent pour les différents paliers de gouvernement et pour envoyer un message clair que ce gouvernement va travailler avec les autres paliers de gouvernement à partir même du bureau du premier ministre. On sait que malgré les différents paliers, les différentes responsabilités, on est en train de servir les mêmes citoyens à travers le pays. On se doit de collaborer. Mais ce n'est pas toujours l'harmonie entre le fédéral et les provinces. On l'a déjà vu. Tout à fait. Donc, ça ne va pas être difficile. Vous ne voyez pas ça c'est pas un défi pour vous? Ça va être difficile. Être premier ministre, c'est difficile. Il y a toujours des choix difficiles, c'est certain. Mais en même temps, de pouvoir avoir ces conversations, de trouver, oui, des points communs, mais aussi de voir où on a des différences, c'est cette
tensions-là, c'est ces conversations-là qui mènent à de l'amélioration, à du changement, des meilleurs services pour les citoyens. Est-ce que vous avez déjà été informé de l'état réel des finances publiques? Vous avez pris, je veux dire, vous avez eu votre gouvernement hier. On a eu des briefings à un très haut niveau, mais je m'attends à ce que mon ministre des Finances se penche là-dessus et qu'il présente dans les mois à venir un état de compte complet de ce que le gouvernement est en train d'avoir comme situation économique. Parce qu'en général, les gouvernements arrivent et ils disent « Ah, on n'avait pas vu, on n'avait pas su, on ne nous avait pas dit. » Et finalement, les promesses, on ne peut pas toujours les tenir ou il faut les retarder. Et moi, si vous vous souvenez, pendant la campagne, j'ai très clairement dit que je ne voulais pas faire ça. C'est pour ça que nous avons fait le pari de la franchise. On a dit, on sait qu'on a besoin d'investissements, on sait pour réaliser nos investissements en infrastructure, en transport collectif, pour offrir de l'aide aux familles de la classe moyenne, pour ceux qui travaillent fort pour se joindre à la classe moyenne, nous allons entrer en déficit. Ça va être des déficits modestes, mais on va aller en déficit pour pouvoir investir maintenant dans nos communautés, dans le Canada, et c'est ce qu'on va faire. Alors, non, il n'y a pas de surprise qui disent que maintenant, oh, on ne le savait pas, on ne peut pas livrer sur nos promesses. Au contraire, on va livrer sur nos promesses avec 2 points d'ancrage fiscaux. D'abord, l'équilibre budgétaire en 2019-2020, tel que promis, et de réduire notre rapport dette-PIB à chaque année. Bon, il y a plusieurs grands rendez-vous qui vous attendent là, sur la scène internationale. Alors, parlons de ces dossiers où on aimerait savoir concrètement ce que vous allez faire, parce qu'il y a des promesses. Le premier dossier, vous allez en parler au G20, c'est celui des migrants, des réfugiés. Est-ce que votre promesse d'amener au Canada 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année, c'est toujours possible? Vous y tenez toujours? Oui. Oui. Mais il reste 2 mois, M. Trudeau. Bien, on le savait quand on a fait la promesse qu'il restait 2 mois. Et nous, les promesses qu'on a faites, les engagements qu'on a faits pendant la campagne électorale, c'était pas basé sur la campagne électorale, c'était basé sur ce que le Canada ou ce qu'un prochain gouvernement devrait faire. Mais concrètement, comment ça peut se faire? Concrètement, c'est une approche, ça va exiger une approche de plusieurs ministères, ça va exiger des partenariats avec les provinces, avec les municipalités, mais on le sait que les Canadiens veulent qu'on agisse de façon responsable, de façon réfléchie, mais il y en a qui sont inquiets, par ailleurs, de cette arrivée massive de réfugiés. Vous l'avez vu dans les sondages. Il y a beaucoup de Canadiens qui ont des réserves. On a des adversaires qui ont misé sur cette inquiétude-là et les Canadiens ont fait un autre choix. Ils ont fait un choix de donner un mandat d'ouverture, de responsabilité d'un Canada qui se réengage de façon robuste sur la scène internationale et notre capacité, pas juste d'accueillir des réfugiés, mais de leur donner une capacité de réussite pour leur famille, pour la communauté, pour le pays, de contribuer comme toutes les vagues d'immigrants et de réfugiés antérieurs ont pu faire. Donc, le 31 décembre, ils vont être là, c'est ce qu'on vise, oui. Ou vous allez commencer et vous allez poursuivre? Non, on va commencer avant ça. On va viser de garder notre promesse d'avoir 25 000 réfugiés syriens ici au Canada avant le 1er janvier. Je vous regarde et beaucoup d'experts ont des doutes, quoi, vous le savez. Oui, je sais, et il faut le faire de façon responsable, et c'est ce qu'on est en train de regarder. Mais c'est encore notre intention. Pour le dossier maintenant des frappes aériennes contre le groupe armé État islamique, vous avez déjà annoncé que le Canada se retirerait, ne ferait plus d'intervention de frappes aériennes. Alors, concrètement, c'est quand? Quand est-ce que vous mettez ça on a dit qu'on allait faire le retrait de façon respectueuse de nos alliés, mais de façon assez rapide. Et notre nouveau ministre de la Défense nationale est en train de se pencher sur cette question-là dans ces jours maintenant, en train de parler à nos alliés, en train de regarder les différentes options pour s'assurer qu'on tienne notre promesse, mais qu'on respecte nos alliés et qu'on continue d'aider dans la lutte contre l'État islamique, parce que les gens s'attendent à ce que le Canada
Canada et les Canadiens s'attendent à ce que le Canada continue de jouer un rôle important contre l'État islamique. Mais est-ce que certains chefs de gouvernement vous ont demandé d'attendre un peu ou de retarder un peu cette décision? Les chefs de gouvernement comprennent très bien que ce gouvernement s'est fait élire sur un mandat très clair de terminer ces frappes. Nous allons terminer, mais nous allons rester engagés dans la lutte contre l'État islamique. Donc, ça va être remplacé par quoi? Vous pensez que le rôle du Canada dans ce conflit, qu'est-ce qu'il doit être? J'ai toujours dit, on va plus faire par rapport aux réfugiés, on va plus faire par rapport à l'aide humanitaire, mais on va aussi continuer d'être engagé avec nos forces armées, mais dans un rôle de formation plutôt que de combat. Donc, plus de troupes au sol pour faire de la formation avec les Kurdes, par exemple? C'est les genres de questions que notre ministre de la Défense nationale est en train de regarder de façon plus attentive. Mais quand vous avez dit, au lendemain de votre élection, le Canada est de retour, nous sommes de retour sur la scène internationale. Ça veut dire que vous voulez redéfinir un peu le rôle du Canada à l'étranger. Alors vous le voyez comment? Vous pensez que c'est un rôle de médiation, par exemple, dans le conflit en Syrie? Est-ce qu'il faut intensifier nos efforts diplomatiques pour mettre fin à ce conflit? Le Canada a la chance de pouvoir jouer un rôle très productif dans les organismes multilatéraux au niveau d'avoir une voix constructive sur la scène internationale pour aider à résoudre des enjeux partagés par bien des pays. Dans l'intérêt national, dans notre intérêt, que ce soit économique, que ce soit au niveau de la sécurité, de la stabilité. Nous avons beaucoup à faire pour rassembler les gens, pour créer des consensus, pour augmenter nos efforts diplomatiques, pour être présents et positif sur la scène internationale, plutôt que tout simplement prendre une position et la crier très fort, sans nécessairement se préoccuper du fait qu'il n'y a pas grand monde qui sont en train de nous écouter. Sur le climat, il y a ce grand sommet à Paris. Quel est votre objectif à vous lors de ce sommet? Bien, je pense qu'il y a deux objectifs. D'abord, c'est de démontrer que le Canada est là pour participer pleinement et pour faire un apport constructif à ces négociations et démontrer que nous allons faire notre part pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. Mais deuxièmement, notre objectif, c'est de s'assurer que la planète, que tous les pays s'engagent de façon robuste à faire pareil. Nous avons besoin d'empêcher ce réchauffement de 2 degrés de la planète et le Canada doit faire sa part, mais doit aussi encourager et trouver des façons de s'assurer que les autres pays aussi font leur part. Financer, vous voulez dire? Non, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Il y a des éléments à ce niveau-là aussi. Pour aider les pays émergents, par exemple. Tout à fait. On a des responsabilités à ce niveau-là et notre ministre de l'Environnement, d'ailleurs, va partir pour Paris pour le 8 novembre pour commencer les pré-rencontres à niveau ministériel pour préparer cette rencontre. Donc ça signale que le Canada va jouer un rôle qu'il ne jouait peut-être plus depuis un certain temps. Nous avons été élus avec d'autres priorités et le fait que notre ministre de l'Environnement est aussi ministre de l'Environnement et de changement climatique, je pense que les gens voient que ça, c'est pas juste symbolique, déjà avoir changé le nom, c'est important pour vous? Oui, évidemment, le symbole, c'est que oui, on est un gouvernement qui reconnaît que les changements climatiques sont réels et prioritaires, mais aussi le grand enjeu auquel on fait face par rapport à l'environnement, ce sont les changements climatiques et c'est ce que nous allons adresser. N'empêche, vous avez déjà dit que le Canada irait à cette conférence avec les cibles du gouvernement précédent et que les changements ne viendraient que beaucoup plus tard, en fait, 1 mois et demi plus tard, après avoir discuté avec les provinces. Donc, vous allez faire quoi, en fait? Je suis en train, d'ailleurs, de coordonner une rencontre avec les provinces pour même avant Paris, pour essayer au moins de leur parler tous et chacun, pour essayer de voir quelle sorte de position forte que nous pouvons prendre. Moi, ce qui me rassure, c'est dans mes conversations avec
les chefs d'État vont être là, les chefs de gouvernement vont être là le premier jour, le 30 novembre. Quelques jours plus tard, c'est les maires des grandes villes, et j'ai déjà parlé à M. Coder, à Maire Robertson de Vancouver, à d'autres qui sont très enthousiastes de faire partie de la délégation canadienne pour réitérer à un autre niveau que le Canada est là pour faire sa part. Ensuite, quelques jours plus tard, c'est les premiers ministres des provinces qui vont être à Paris pour parler de leur engagement. Alors, ce qu'on va voir tout au long de cette conférence, idéalement, c'est beaucoup de différentes perspectives canadiennes et de voix canadiennes qui se rassemblent sur les valeurs et les buts. Les mécanismes, ça va varier, mais cette idée que le Canada est là pour être un acteur productif et même pour mener dans certains dossiers, c'est le grand message que le monde a besoin d'entendre. Bien, vous avez mentionné le maire Coder. Est-ce que ce n'est pas ironique quand même que votre première grande décision, enfin celle de votre gouvernement en environnement, ça va être de décider ou non, ou refuser que 8 milliards d'eau usée soient déversés dans le fleuve? On a été élu sur une plateforme qui dit qu'on respecte les scientifiques, on respecte les données et les faits, et on respecte aussi les préoccupations et les inquiétudes des citoyens. Et ce sera à notre ministre de l'Environnement et des Changements climatiques de bien essayer de trouver des solutions. Mais la réalité, c'est que ça fait bien trop d'années que le gouvernement fédéral n'est pas un partenaire dans le traitement des eaux, et c'est pour ça que nous avons pris comme engagement des investissements de 20 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures vertes, ce qui comprend les traitements des eaux usées. Vous avez promis une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues qui sont mortes et dont on n'a pas de nouvelles. Cette commission d'enquête, quand est-ce que vous allez l'annoncer? On est en train justement de coordonner avec la ministre des Affaires autochtones, la ministre de la Justice et le ministre de Sécurité publique, et je pense aussi la ministre de la Santé. Mais ça va se faire rapidement? Ça va se faire rapidement. C'est une priorité, c'est un engagement, mais il faut aussi le faire de la bonne façon, et ça veut dire d'écouter les communautés autochtones qui ont leur mot à dire là-dessus, les familles qui ont beaucoup de recommandations à faire, mais aussi de reconnaître qu'il y a des provinces et des endroits qui ont lancé un début de commission d'enquête. Alors nous, c'est une question de rassembler tout ça pour le faire de façon appropriée, pour qu'on puisse offrir de la justice pour les victimes et du soulagement pour les familles. Un dernier sujet plus personnel. Comment est-ce que vous allez organiser votre conciliation travail-famille? Je vous voyais hier avec vos enfants. On sait à quel point c'est un métier exigeant, la politique. Comment vous allez faire? Bien, j'ai eu des exemples assez extraordinaires dans mes propres parents mon père vivait évidemment cet équilibre famille-travail, ma mère vivait des défis au niveau de la santé mentale, mais en même temps, avec tous ces défis-là qu'ils vivaient, ils étaient là pour nous, les enfants. Ils avaient une présence qui m'a permis d'avoir quand même une vie normale, équilibrée, malgré tout ce qui était anormal qui nous entourait. Mais vous-même, allez-vous mettre des limites? Par Oui, exemple, il faut des limites. Il faut savoir que quand je suis avec les enfants, je mets de côté le téléphone, je mets de côté les dossiers et je suis présent avec eux et pas en train de penser « Ah, c'est vrai, il faut que je parle au premier ministre de la France plus tard ce soir, qu'est-ce que je vais faire? » Non, je ne pense pas à ça, je pense à mes enfants. Mais aussi dans l'équilibre, à quel point ils sont impliqués ou visibles dans les médias. C'est un équilibre à faire. On veut qu'ils aient une enfance la plus normale possible, tout en comprenant qu'ils ont la chance et donc la responsabilité de vivre dans un contexte particulier, et ça vient avec des hauts et des bas. Parce que vous avez une ministre qui disait hier, moi, entre 4 heures et 6 heures, je m'occupe de mon enfant et c'est non négociable. On n'a pas eu ces conversations-là encore parce que... est-ce que c'est pas ça, faire de la politique autrement aussi? Tout à fait. Et je peux vous dire que, et j'ai demandé ce matin, on m'a dit qu'autour de la table du Conseil des ministres, on a des parents de plus que 50 enfants de jeune âge. Alors, oui, on va changer ces priorités-là, et c'était d'ailleurs un de mes messages. Cet équilibre, cette réconciliation famille-enfant est essentiel.
travail et famille, parce qu'on est politicien et on sert nos concitoyens, pas en dépit du fait que nous sommes parents, mais bien à cause du fait que nous sommes parents. Nous voulons bâtir un meilleur monde pour nos enfants, pour tous les enfants canadiens, et de rester ancrés dans nos priorités personnelles et familiales, ça nous permet d'être meilleurs en tant que leader. Alors, on va voir jusqu'à quel point vous allez changer les choses. Merci beaucoup, M. Trudeau. Bien, ça me fait toujours plaisir, Céline.